Bon, donc avant de commencer, quand même, je suis obligé, mais vraiment, c'est vraiment un honneur de pouvoir échanger avec vous, même si c'est à distance comme ça. Parce que je le disais dans le mail, mais ça a vraiment, vos livres, ça a vraiment transformé ma vie, quoi. C'est Donc, vrai, je ça me suis, je fait suis vraiment ravi que la vie m'amène à pouvoir échanger une petite heure avec vous comme ça, quoi. bon, écoutez, ça me touche beaucoup, ça. Ah ben, c'est sincère, donc vraiment, c'est génial, quoi. Laurent Gounel, bonjour. À nouveau, merci beaucoup d'avoir accepté ce petit entretien sur Internet. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, s'il y en a encore, vous êtes l'auteur de plusieurs romans initiatiques, notamment le tout premier qui est L'homme qui voulait être heureux. Et donc aujourd'hui, je souhaitais échanger avec vous dans le cadre d'un projet que j'ai créé qui s'appelait Quitter son job au début, mais qui aujourd'hui vise vraiment à aider toutes les personnes qui en ont besoin à trouver leur voie et à aller vers plus d'épanouissement. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes quelqu'un qui vraiment peut aider du monde dans cette dynamique-là à faire un pas de plus sur leur chemin. Donc, justement, avant de devenir l'écrivain que vous êtes aujourd'hui et auteur, je ne sais pas si les gens savent réellement quel était votre parcours. J'ai vu pas mal d'interviews de vous, vous dites souvent qu'il est tout sauf linéaire. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu dessus parce que quand on découvre quelqu'un à travers quelque chose qu'il a créé, un ouvrage en l'occurrence pour vous, et puis une forme de réussite, on ne se rend jamais compte qu'avant, il y a peut-être un parcours qui n'est pas forcément facile. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez fait? Oui, tout à fait. Parce en effet, on voit la face émergée de l'iceberg, donc tout beau, Voilà. tout lisse, et ça a l'air tout facile. Et en fait, on n'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir derrière, et notamment en amont. Donc, en l'occurrence, moi, je me destinais à une toute autre profession, parce que j'ai fait des études sur le plan financier, économique. Et je me suis retrouvé. Alors, je me posais pas de questions, hein, la question du sens qui vous anime aujourd'hui. Vous êtes jeune, hein, Pierre-Antoine. C'est fabuleux d'avoir cette préoccupation déjà à votre âge. Moi, je Merci. ne l'avais pas jusqu'à l'âge de 23 ans, parce que finalement, je suivais un parcours qui était en partie tracé, en tout cas voulu, voire apprécié par mes parents. Donc j'étais un peu sur des rails, et ces rails m'ont mené à 23 ans, mon diplôme en poche, à exercer le métier de chargé d'études financières. En fait, j'étais jeune cadre au sein de la direction financière d'un grand groupe. Et là, brutalement, la question du sens s'est imposée à moi. Pourquoi? Parce que je n'étais pas du tout épanoui dans ce que je faisais. J'avais Est-ce apprécié que, les études. est-ce que c'est venu assez rapidement ce feeling de... Ah oui. Oui, Ouais. oui, très vite, très vite. Quand je me levais le matin pour aller au bureau, je me disais à quoi bon finalement, quel est le sens de tout ça, à quoi ça sert. Et puis je ne me voyais pas passer 40 ans de ma vie comme ça, à analyser des colonnes de chiffres sur mon bureau. Là, ce qui peut être intéressant pour certaines personnes, hein, mais on va y venir. Je suis convaincu que chacun de nous a une sorte de mission. On est fait pour certaines choses et pas pour d'autres. Et ce qui me semble clair, c'est que je n'étais pas fait pour ça, en l'occurrence. Et donc, cette question du sens s'est imposée à moi, et c'est même généralisé dans différents domaines de la vie. J'avais des hobbies à l'époque, comme tout le monde. Et je me suis dit, oui, mais à quoi bon là aussi? À quoi ça sert finalement? Mhm. Donc, en français, on utilise le terme de passe-temps. Sauf que moi, je ne voulais pas passer le temps. J'ai toujours eu conscience du fait que la vie n'est pas éternelle, que donc j'étais sur Terre pour un certain temps fini, et je ne Mhm. voulais pas chercher à passer le temps, à occuper ce temps. Vous voyez, je voulais que ma vie ait un sens, serve à quelque chose. Et je me disais, ben, si mes hobbies servent juste à passer le temps, ben, ça rime à rien, et à ce moment-là, autant arrêter tout de suite. Donc, grosse remise en question sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Et beaucoup de questions, et très peu, voire pas du tout de réponses à l'époque. Surtout à une époque ouais, où... Enfin, moi, j'ai grandi avec Internet, mais je pense qu'à l'époque, ça devait être quelque chose quand même de se poser ce genre de questions.
quand même assez jeune aussi, à 23 ans à l'époque. Oui, Euh, l'accès à l'information n'était pas du tout le même. Ben oui, voilà. Alors je me demande comment à l'époque on faisait pour vers quoi on allait en fait. Et du coup, ce que vous avez fait une fois que vous êtes dit que c'était pas pour vous. Bah, pour moi, il y a eu deux choses. D'abord, j'ai essayé de survivre d'abord à mon poste, puis en changeant de poste, j'ai essayé de survivre dans le monde de l'entreprise. Ouais, Et d'accord. je me suis maintenu la tête hors de l'eau comme ça, difficilement pendant 5 ans, jusqu'à finir par me faire licencier, ce qui était tout à fait mérité, parce que j'étais pas très compétent à mon poste, parce que quand on n'aime pas ce qu'on fait, en tout cas c'est vrai pour moi, c'est difficile d'être vraiment bon, vraiment compétent. Et donc ça, c'était sur le plan professionnel. Donc là, ça aboutit à une vraie crise, puisque je me suis retrouvé complètement au Ouais. chômage, ne sachant pas ce que j'allais faire. C'est une chose d'être au chômage, hein. Si vous êtes au chômage, juste que vous avez perdu un job, pour telle ou telle raison, il faut une raison externe, hein. Ça peut être comme vous travaillez dans une entreprise qui se porte mal, là, vous allez retrouver autre chose. C'est pas forcément un problème. Ça peut être difficile pendant quelques temps. Ensuite, vous savez que vous allez retrouver. Moi, je ne savais pas, parce que je ne savais pas que chercher. Oui, je savais pas, je voulais pas reproduire ce que j'avais vécu jusque-là, 5 ans de souffrance à un poste non épanouissant, donc je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Donc pour répondre à votre question, en l'absence d'Internet et donc de pouvoir facilement échanger ou accéder à des informations, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai cherché à me documenter sur moi. C'est là que j'avais une sorte d'intuition sur le fait que la réponse à mes questions existentielles passerait par une forme de connaissance de soi. Donc, j'ai Mhm. commencé à lire des bouquins de psychologie, de sciences humaines, de communication, tout ce qui pouvait m'apporter des réponses sur moi, me permettre de mieux me connaître, avec le sentiment un peu confus que si je me connaissais mieux, et bien finalement, je saurais un peu plus quel sens donner à ma vie, dans quelle direction aller. Et ça s'est avéré plutôt juste d'ailleurs, parce que j'ai découvert un certain nombre de choses sur mon fonctionnement, sur ma personnalité, sur mes problèmes, sur comment les résoudre. Et c'est devenu assez captivant, si vous voulez. Donc, je suis devenu d'abord boulimique de livres, puis de formation. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas besoin de rencontrer des gens qui pouvaient de me former à un certain nombre d'approches. Et puis, c'est D'accord. devenu une passion. Et vous savez que Balzac disait le bonheur, c'est de faire de sa passion son métier. Donc, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, j'ai suivi des formations de formateurs, des formations de consultants. Et je suis devenu, quelques années plus tard, consultant en ressources humaines dans D'accord. l'entreprise. En fait, je travaille sur différentes problématiques, mais notamment pour aider des personnes à être plus épanouies, plus efficaces aussi sur le plan professionnel. D'accord. Donc déjà, oui, à l'époque, vous aviez un peu transformé ce mal-être au travail en le fait d'aider des personnes qui n'étaient pas forcément bien dans leur emploi, quoi. Ah, oui, bon, ça s'est fait en plusieurs temps, hein, et sur plusieurs En années. plusieurs étapes. Au début, je m'occupais surtout de moi. J'en avais vraiment besoin. Il fallait que je travaille sur moi, que je résolve mes problèmes. Et Mhm. après, dans un deuxième temps, c'est quand moi, je me suis trouvé en situation d'être heureux dans ce que je faisais, d'avoir pas forcément résolu toutes mes difficultés, mais en tout cas d'être à peu près bien dans ma peau suffisamment pour être normalement heureux dans l'existence. Bien, au bout d'un moment, c'est un phénomène naturel. Je pense que vous n'avez pas envie de garder pour vous-même ce qui vous semble utile pour d'autres également. Ouais, tout à fait. Notamment parce que ce ne sont pas des choses qui s'apprennent sur les bancs de l'école. Vous voyez, je dis souvent qu'à l'école, on apprend des choses intéressantes, hein, que je ne remets pas en question, l'histoire, la géographie, les mathématiques, la physique, etc. Mais on n'apprend pas à se connaître, on n'apprend pas à connaître et comprendre les autres, on n'apprend pas à interagir avec les autres, et on n'apprend pas finalement à mener sa vie. Vous voyez, mais Mhm. on pourrait le faire en cours de philosophie, en terminale, n'est-ce pas? Sauf que la philosophie telle qu'elle est enseignée au lycée, pour moi, c'est pas de la philosophie, c'est plus de la scolastique. Vous voyez, on va vous amener à réfléchir sur la science et l'art, qu'est-ce que la vérité, etc. Ce sont des sujets très intéressants, certes, mais la vraie philosophie, au sens grec du terme, c'est répondre à la question qu'est-ce qu'une vie bonne? C'est ça la philosophie. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce qu'une vie bonne? C'est la question à laquelle les philosophes grecs cherchaient à répondre il y a quelques milliers d'années, n'est-ce pas? Et moi, c'est ça qui m'intéressait, et ça ne s'apprend pas à l'école.
Donc, Ouais, j'ai pu effectivement. trouver un certain nombre d'éléments de réponse par mes formations, mais aussi par mes rencontres, parce que j'ai été amené ensuite à beaucoup voyager, à la rencontre de sages, de philosophes, de guérisseurs, enfin, tout un tas de gens plus intéressants et lumineux les uns que les autres. Donc, j'ai bénéficié de certains enseignements que j'ai eu à cœur de transmettre ensuite. D'accord. Est-ce que le long de toutes ces années, justement, vous aviez déjà en arrière-plan cette envie de transmettre tout ce savoir à travers vos romans initiatiques? Ou est-ce que l'envie de devenir écrivain est venue beaucoup plus tard? En fait, non, j'ai jamais planifié d'écrire un jour pour transmettre par cette voie. C'est-à-dire, moi, j'avais choisi la transmission orale en étant consultant. Ouais. Euh, Comme j'ai jamais choisi d'être écrivain, et je dirais même quand j'ai écrit mon premier livre, que vous avez cité, hein, L'homme qui voulait être heureux, c'était pas dans le Mhm. but de devenir écrivain. C'était toujours dans le but de transmettre ou de retransmettre des choses qui pouvaient être utiles pour les gens, quoi. En fait, c'est ça. D'accord. Je pense que si j'ai une mission sur Terre, elle est plus de l'ordre de la transmission, quel que soit le moyen. D'ailleurs, vous voyez, c'est ça qui m'anime. Mhm. Donc, l'écriture est un moyen pour moi. Ouais, tout à fait. En fait, pour aujourd'hui, moi, accompagner justement plutôt en tant que coach, consultant des personnes à trouver leur voie, pour moi, le moyen le plus puissant, c'est justement d'inspirer et enfin, j'ai constaté que c'était un parcours assez. Quand on veut toucher plus de monde, c'est le moyen le plus puissant, je pense, d'écrire. Et je ne savais pas qu'à la base, c'était surtout pour vous un outil, de créer un outil de transmission qui vous avait amené à écrire de plus en plus. Je me permets de rebondir, mais effectivement, j'ai eu la chance de lire L'homme qui voulait être heureux dans une époque de ma vie où je ne l'étais pas du tout, puisque j'étais sur des rails aussi, en études d'architecture, mais je ne comprenais pas ce que je faisais là. Et effectivement, il a eu un impact énorme sur moi d'avoir une prise de conscience qu'on peut devenir réellement acteur de sa vie et un pas après l'autre, une pierre après l'autre, transformer les choses. Euh, et ouais, je comprends mieux maintenant ce qui vous a amené à ça. Il y a une citation de Rumi qui dit lorsqu'on commence à avancer sur le chemin apparaît. Hum. Est-ce que, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous avez fait et que vous continuez à faire au final. Est-ce Ouais, que qu'est-ce que vous pourriez dire pour rebondir là-dessus? tout à fait. En Inde, on dit aussi souvent quand le disciple est prêt, le maître apparaît, parce qu'il va dans le même sens. Bah, pour rebondir là-dessus, moi je dirais que c'est assez, bon, c'est assez logique. Si on ne se pose pas de questions, forcément, il n'y a pas de réponse qui vient, vous voyez. Et puis aussi, par rapport à cette notion de chemin, je dirais que euh, quand on a une quête d'être heureux, de se réaliser, etc., on peut être assez focalisé par l'atteinte d'un objectif, d'un résultat, ce qui est très occidental d'ailleurs comme Ouais. chemin. Vous voyez, on peut être heureux, on pourrait presque définir concrètement comment est-ce que je serais, que je suis heureuse, quel critère sera assouvi, etc. Et puis en fait, au bout d'un moment, on réalise que le chemin est presque plus important, notamment parce que c'est une quête, j'allais dire c'est une quête sans fin. On peut dire ça parce qu'il y a un côté négatif, du coup c'est pas attirant. En fait, la vérité, c'est que pour moi, le bonheur aujourd'hui, vous voyez, c'est un peu synonyme de sagesse. Il y a une forme de sagesse dans la relation à la vie que l'on peut avoir, Mhm. qui fait qu'on peut se définir comme étant plutôt heureux. D'accord. Et la sagesse, c'est clairement la quête d'une vie. Je sais, j'en ai rencontré qu'il y a des sages aboutis, des personnes qui sont vraiment réalisées, qui ont été illuminées à un moment donné, mais c'est pas forcément donné à tout le monde. Et puis Mhm. c'est pas forcément grave si on n'atteint pas cet état. Moi, je ne suis pas un sage aujourd'hui, par exemple. Mais disons que j'ai suffisamment avancé sur le chemin pour être un état d'équilibre satisfaisant. Et je pense que c'est un objectif valable pour tout le monde. Et donc, c'est un chemin. C'est en soi un chemin. Et ce que l'on réalise, c'est quand on est sur le chemin, à partir du moment où on avance, même quand on est au tout début du chemin, déjà c'est satisfaisant. Pourquoi est-ce que chaque jour on se sent mieux que la veille finalement? Et on a résolu des problèmes, on est plus en accord avec soi-même, on se réalise un peu plus dans ce qu'on fait. Et donc l'avancée sur le chemin est en soi hyper satisfaisante. Ouais. Effectivement, c'est un peu ce.
Cette idée peut-être de rester dans le moment présent et de vivre chaque chose au jour le jour, qui est de plus en plus important pour moi et que j'essaie de transmettre aussi. Ouais. Euh, Là, il y a beaucoup de personnes qui ont des peurs, en fait. Les personnes qui suivent un peu ce que je fais et les personnes que j'aide qui ont des peurs de manquer, peut-être manquer d'argent, qui ont un manque de confiance, peur de, s'ils font un changement de vie, de pas trouver autre chose. Euh, Est-ce que vous aviez des peurs tout le long de ce parcours? Parce que aujourd'hui, je vois vraiment comme quelqu'un d'épanoui qui sait ce que c'est que la joie profonde. Et est-ce que vous aviez des peurs et comment vous les avez transformées? Est-ce que vous auriez des conseils pour les personnes qui ont un peu des peurs de faire le pas suivant? Parce que il y a le côté très spirituel, élevé, puis après il y a le pragmatique dans la matière. Est-ce que Bon, d'abord, je dirais que c'est normal d'avoir des peurs, hein. La peur est une émotion humaine. Je pense qu'il ne faut pas lutter contre ces émotions. Les ouais. émotions sont porteuses de messages. Vous voyez, par rapport à la peur, en général, a une fonction qui est de nous avertir d'un danger. Un danger soit réel, présent, soit un danger potentiel. Mhm. Donc, c'est intéressant la peur, si vous voulez, de ce point de vue-là. Là où ça peut poser problème, c'est lorsque les peurs correspondent à des dangers imaginaires, une création de l'esprit, Ouais. quelque chose qui n'arrivera jamais ou qui n'existe pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand la peur est un peu au cœur de votre personnalité. Et je vais peut-être vous surprendre en vous disant ça, mais c'est mon cas. Ma personnalité est forgée autour de la peur. C'est le noyau de ma personnalité, c'est ça, si vous voulez. D'accord. Et Mhm. c'est pas grave, j'ai envie de dire ça. J'ai pas choisi ma personnalité, hein. Euh, voilà, je pense que c'est, enfin, je pense, c'est que je suis convaincu que la personnalité est quelque chose d'inné, c'est une sorte d'orientation de l'énergie à la naissance, d'accord. Donc, on est Mhm. avec une certaine façon de voir le monde, de se voir soi-même, de voir les autres. Et on ne peut pas changer la structure. Par contre, on peut changer, on peut évoluer au sein de cette structure. D'accord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mhm. par exemple, ma personnalité a toujours un équilibre autour de la notion de peur. Par contre, je me suis libéré d'un grand nombre de peurs. Ça veut dire que j'ai plus peur de rien, sinon je serais un sage, je ne fais plus, ce qui n'est pas le cas. Mais j'ai 1000 fois moins de peur aujourd'hui que je pouvais en avoir à 20 ans. Donc il y a du Mhm. travail. Donc ça, c'est pour la peur. Maintenant, d'autres vont avoir une problématique de colère, par exemple, et leur mission, s'ils veulent évoluer dans la vie, sera de se libérer de cette colère, etc., etc. Mais bon, pour revenir à votre question sur la peur, je pense qu'il est normal déjà d'avoir peur lorsque on entrevoit un changement pour son existence. Donc si aujourd'hui vous êtes dans un métier pas satisfaisant, que vous avez envie de changer, c'est normal que des peurs apparaissent, peur de manquer d'argent, vous l'avez dit, peur d'une manière générale de rompre un équilibre. Et Mhm. par rapport à ça, il faut avoir à l'esprit qu'un être humain a en général une certaine aversion à l'égard du changement. C'est-à-dire, on préfère toujours les situations que l'on connaît. Et bizarrement, ça peut sembler même choquant de dire ça, mais la plupart des gens vont préférer une situation qui est source de souffrance, qui les fait souffrir, Mais qu'ils mais connaissent. qu'ils connaissent exactement, à une situation inconnue, même prometteuse. C'est Mhm. intéressant de l'avoir à l'esprit, hein, quand on est assailli par des peurs, c'est de se dire, OK, c'est normal d'avoir peur, d'accord, je suis un être humain préfère ce qu'il connaît, il y a un côté rassurant, d'accord. Et ensuite, eh bien, il ne faut pas forcément non plus se jeter à l'eau, se jeter dans le vide, vous voyez, et se lancer corps et âme dans une direction qui peut sembler prometteuse. Je pense qu'il faut aussi faire la part des choses. C'est assez vrai, Mhm. ce que je vous disais sur ces peurs, à savoir qu'il y a des peurs qui sont les créations de notre esprit. C'est vrai aussi par rapport aux espoirs. Je pense que c'est utile à un moment donné de peser les risques et de se dire, OK, je vais lister tout ce qui me fait peur. C'est utile parce que la peur, tant qu'elle est un fantasme, on ne peut pas la gérer. D'accord. Donc il faut savoir nommer ses peurs, dire, OK, concrètement, de quoi j'ai peur? J'ai peur de manquer d'argent, très bien. Concrètement, qu'est-ce qui peut arriver en effet, par exemple, si je me lance dans ce projet financièrement, quelles sont mes réserves, quels risques je prends, mesurer le risque, d'accord. Mhm. J'ai peur de, je sais pas être suivi par ma famille. Ok, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer, comment ça peut se manifester. J'ai peur de ceci. Donc vraiment lister les peurs et voir
pour chacune d'elles, est-ce que c'est une peur imaginaire, une création d'esprit, ou est-ce qu'il y a un danger réel? Et s'il y a un danger réel, quelle peut être une parade? Quelle peut être une Mhm. solution? Quel peut être un plan d'action? D'accord. C'est Robert Dilts, dans le monde de la psychologie cognitive, de la PNL, qui disait une croyance limitante apparaît quand on n'a pas de réponse à une question comment faire. Donc vous voulez monter tel projet, si vous ne savez pas comment faire, si vous ne répondez pas à la question comment, il y a des réponses, Ouais. mais si vous ne cherchez pas, vous allez vraisemblablement vous bâtir une croyance que vous n'êtes pas capable ou que ce n'est pas possible. C'est juste une Mhm. croyance, ce n'est pas la réalité. Mhm. Donc il faut répondre à les questions comment. Donc, par rapport aux peurs, c'est pareil. Quelles sont les peurs et quelles sont les solutions? Puis vous allez voir que finalement, pour la plupart de vos peurs, il y a un plan d'action que vous pouvez mettre en place. Et si ce n'est pas le cas, s'il y a vraiment un danger réel que vous ne pouvez pas éviter, peut-être que vous déciderez à ce moment-là, en votre âme et conscience, de renoncer à un projet. Et c'est aussi une option. Vous voyez, ce n'est pas grave, quoi. On peut renoncer à un Mhm. projet en réalisant que non, le jeu n'en vaut pas la chandelle. D'accord. Mais ce qui est vrai pour les peurs est vrai aussi pour les espoirs. C'est-à-dire, quand on est dans une situation qui n'est pas facile, on peut avoir la tentation du zapping et se dire, oui, là, mon job, c'est un petit peu pénible en ce moment, etc. Et puis, vous allez fantasmer quelque chose de complètement illusoire, en fait. D'accord. Donc là aussi, c'est intéressant de redescendre sur Terre, tout comme des peurs peuvent être des créations de l'esprit. L'épanouissement dans un autre métier ou une autre mission peuvent aussi être des créations de l'esprit. Donc, c'est aussi intéressant là, de descendre dans le concret, de vous imaginer en train de mettre en œuvre ce projet, cette mission, etc. De vous documenter. Là, c'est vraiment de la documentation, de la recherche d'informations pour vous projeter ensuite et vous assurer que ce sera vraiment plus épanouissant que le poste actuel. Il y a aussi cette démarche à faire, je pense. Parce que pour beaucoup Mhm. de gens, moi, je vois bien la tentation de je jette tout à la poubelle pour aller vers autre chose et Ouais. l'herbe J'ai est plus verte ailleurs, vous voyez. ouais, j'ai vécu un peu comme ça à une époque et on peut se faire un peu mal émotionnellement parfois. C'est intense, mais parfois ça peut. On apprend beaucoup de choses si on rate, disons. Alors, tout à fait. Tout à fait. Là, vous abordez un autre sujet qui est vraiment important, qui est la Mhm. passion à l'échec. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui se retiennent de mettre en œuvre des choses qui leur tiennent à cœur par peur de l'échec. Pourquoi? Parce Mhm. que c'est culturel. Hein. En France, c'est très mal vu d'échouer. Ouais. Je dis en France, qu'il y a des pays comme les États-Unis que j'ai beaucoup fréquenté, parce que je me suis essentiellement formé aux États-Unis. Ah, d'accord. Vous, Aux États-Unis, vous c'est avez, valorisé. ouais, vous avez, enfin, j'allais demander si vous aviez été formé avec Robert Dilts en fait, mais Oui, notamment. Oui. d'accord. Ah, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup me former aussi. Mais du coup, c'est un petit aparté. Oui, effectivement, aux États-Unis, là-bas, je pense que quand on se présente, on parle peut-être plutôt de nos échecs en fait. J'ai fait ça, En ça tout m'a cas, appris ça. En tout cas, on parle de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a expérimenté. Parce que la Ouais. vie, pour moi, la vie est expérience. Vous voyez, je crois on est là sur Terre, on est incarné dans ce corps pour expérimenter un certain nombre de choses. Il ne faut pas se retenir d'expérimenter, mais qui dit expérimenter Mhm. dit forcément échouer. On ne peut pas tout réussir. Personne n'est un Superman. Donc c'est normal d'échouer. Et si on n'accepte pas d'échouer, eh bien finalement on se retient d'expérimenter. Et si on se retient d'expérimenter, on a en général une petite vie. Ouais. Euh, Alors, je ne suis pas en train de vous pousser à prendre des risques inconsidérés, juste à accepter l'échec et accepter Mhm. notamment psychologiquement, parce que l'échec est souvent difficile à gérer sur le plan psychologique. C'est le regard des autres, c'est comment je vais justifier mon échec. Moi, j'invite chacun à être à l'aise avec ses échecs, à en parler librement. Puis vous verrez d'ailleurs, quand vous parlez de vos échecs, eh bien, les langues se délient, puis d'autres se confieront aussi. Et du coup, vous vous sentir super bien de pouvoir enfin avouer qu'eux aussi, ils ont essayé quelque chose qui n'a pas marché et que c'est normal. Et oui, aux États-Unis, c'est même valorisé. Si vous présentez un emploi et que vous parlez d'un échec passé, ben, l'employeur va considérer que vous avez vécu quelque chose qui vous a Mhm. appris encore un certain nombre de choses. Et apprendre, c'est évidemment valoriser. Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé de mission. Et ça, c'est un concept qui m'a beaucoup aidé à une époque, l'idée de trouver sa mission de vie. Ouais. Euh, D'après vous, est-ce que tout le monde a une mission de vie? Et puis, si oui, comment on fait pour la trouver? Euh, ou pas?
Eh Est-ce bien, que vous pouvez je apprendre? pense que oui. Alors, dans ce domaine, parce que là, non, on est quasiment dans le domaine spirituel. On ne peut rien prouver, évidemment. C'est vraiment de Ouais, l'intime. ouais, tout à fait. Ouais. J'ai vraiment le sentiment que chacun de nous a une mission de vie, on n'est pas là par hasard. Et je pense qu'on a quelque chose à accomplir. Alors, pas forcément des grandes choses, hein. On n'est pas tous appelés à devenir Gandhi ou Mandela ou je ne sais qui. Et c'est OK. Mais néanmoins, je pense que chacun de nous est doué pour certaines choses. D'ailleurs, je pense que chacun de nous a des talents. Et Mhm. malheureusement, pour la plupart des gens, je crois que ces talents restent cachés parce que, comme vous, comme moi, ils ont été mis sur des rails à un moment donné, qui sont plus ou moins choisis. Et ils s'en tiennent à ce domaine dans lequel vers lequel ils se sont dirigés à un moment donné. Et ils passent sous silence un certain nombre de capacités qu'ils ont. Donc, je pense que chacun a des talents. Et ça peut être intéressant d'ailleurs de découvrir ces talents. Parce que si vous découvrez des talents qui sont les vôtres et qui sont peut-être restés endormis jusque-là, alors vous aurez des éléments, vous aurez des pistes par rapport à la direction que vous pouvez suivre et qui peut être une voie épanouissante pour vous. Vous voyez. Ce qui veut dire une fois de plus que la connaissance de soi est incontournable. Mhm. C'est vraiment par la connaissance de soi, par l'introspection, même si ça non plus, c'est pas culturel hein, en France. L'introspection, mettre notre attention à l'intérieur Ouais, pour tout à fait. s'écouter. C'est même parfois vu de manière péjorative. On dit souvent il ne faut pas trop s'écouter. Moi, je pense Mhm. qu'il faut savoir s'écouter, regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a 2500 ans, les sages de la Grèce antique, vous savez, avaient inscrit au fronton du temple d'Apollon à Delphes, connais-toi toi-même, d'accord, tout le monde connaît cette phrase qui était reprise par Socrate. Et je pense que s'ils invitaient à ça, c'est que c'est la clé. Il faut se connaître, se connaître. Surtout à une époque où on est quand même bombardé d'informations, de stimuli externes, de choses qui sont très, très excitantes, qui nous donnent des émotions et qui accaparent notre attention à ce moment-là. Vous voyez, notre attention est happée par l'extérieur, par un Facebook, par les SMS, les médias, la télévision, évidemment, etc. Alors, c'est très bien, ce sont des outils intéressants. Si on reste vigilant par rapport à ça, voilà, ce sont de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres. Donc, c'est utile à un moment donné aussi de savoir s'en couper un petit peu, s'en isoler pour se retrouver avec soi-même, retrouver le contact avec soi-même, parce que c'est quand même à l'intérieur que tout se passe. Et justement, bah, le thème, c'était un peu comment trouver sa voie. Au final, tout ce qu'on vient d'aborder avant permet un peu de se nourrir pour avancer peut-être sur son chemin. Mais si vous aviez un seul conseil, éventuellement à donner aux personnes qui verraient cette interview, Mhm. pour eux, alors, donc des personnes qui ont peut-être un mal-être et des questions comme on a pu l'avoir à une époque, lequel serait-il si vous n'en aviez qu'un à donner? Je vais en donner deux en une phrase, si vous voulez. Ouais. Je dirais, euh, écoutez votre cœur et ayez confiance. Pour moi, il y a vraiment les deux dimensions. Écoutez votre cœur, ça rejoint ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire choisissez une direction, une voie épanouissante, pas en fonction de ce qui épanouit les autres, pas en fonction de ce qui va être apprécié par les autres, que ce soit vos parents ou vos amis ou, voilà, ou reconnus socialement de manière générale, mais ce qui vient du plus profond de vous. D'où l'introspection, d'où la connaissance de soi, d'où le fait peut-être d'éteindre Internet, Facebook et compagnie, ne serait-ce qu'un quart d'heure tous les jours pour rester seul avec soi-même. Oui, hein. Et d'ailleurs, si on fait ça tous Mhm. les jours pendant un certain temps, au bout d'un moment, il y a des choses qui émergent. Et si on accepte de rester seul avec soi-même dans le silence, dans le vide, j'ai envie de dire, même si le mot peut faire peur à certains, je sais. Mais à un moment donné, il y a des choses qui émergent. Voilà. C'est important de se reconnecter à soi-même. Alors, il y a aussi les techniques, hein, Ouais. bien sûr la méditation, qui est un bon moyen de se reconnecter à soi-même en se libérant d'un flot de pensées incessant, par exemple. Il y a aussi tout ce qui touche au corps. C'est là, je pense que c'est pas je pense, c'est que pour être connecté avec soi-même, c'est important d'être dans son corps. Vous voyez, donc avoir conscience Mhm. de son corps, de ressentir son corps. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de techniques de méditation qui sont basées sur le ressenti du corps. Mhm. Pourquoi? Parce que si on pratique ce genre de choses, bah, au bout d'un moment, on rentre en contact avec soi-même et il y a des choses, des envies qui émergent.
qui à ce moment-là sont des envies véritables, de ce que vous avez envie de faire véritablement, et pas fruit de l'influence extérieure, de la Ouais. publicité, conformisme social, plaire à papa, maman ou je ne sais pas qui. D'accord? Donc ça, c'est la première Mhm. chose. Et ensuite, la deuxième facette, c'est la confiance. Confiance que c'est ce qui vous permet de suivre votre cœur, justement, et de l'écouter. Hein, d'abord, il y a des choses qui émergent, et ensuite, il faut écouter son cœur. Et ça, c'est avoir confiance. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport au tri des peurs, il y a des peurs qui correspondent à des dangers réels, c'est important de s'en prémunir. Et puis, Mhm. il y a des dangers imaginaires, et à ce moment-là, il faut continuer d'avancer. Mais cette notion de confiance, elle va encore plus loin. Voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose qui est très juste. Vous avez dit, pour moi, la vie intérieure a un impact sur la vie extérieure. Et je suis de plus en plus Mhm. convaincu que lorsqu'on est dans un état de confiance, eh bien, les choses se passent plus facilement. C'est quasiment spirituel comme réflexion, parce que bon, il y a certes un niveau psychologique, c'est-à-dire si vous avez confiance en vous et dans les autres, par exemple, c'est ressenti par tout le monde. Et, Mhm. et quel que soit votre projet, ce qui vous tient à cœur, il y a de fortes chances que ce soit comme, à un moment donné en relation avec les autres. Hein, peut-être qu'il va falloir convaincre des personnes ou être suivi par d'autres personnes ou être écouté, que ce soit un banquier ou je ne sais qui. Quoi. Il y a un moment donné, évidemment, si vous avez confiance en vous et confiance dans les autres, eh bien, ça va se ressentir. La personne va le ressentir et elle sera plus à même d'avoir confiance en vous. D'accord? Mhm. C'est vraiment un niveau psychologique. Mais au-delà, j'ai de plus en plus ce sentiment qu'il se passe des choses à un niveau spirituel, donc on ne peut pas expliquer. Mais quand on a confiance dans la vie, quand on est convaincu que les choses vont bien se passer, que peut-être vous allez réussir ce que vous entreprenez, eh bien, ça a tendance à se passer comme ça. Ouais, je peux pas l'affirmer, c'est peut-être pas une vérité absolue, mais mon expérience personnelle, en tout cas, est que lorsque j'écoute mes peurs, eh bien, en général, le problème craint voit le jour et se réalise, d'accord? Alors que lorsque je parviens à trouver un état de confiance et être convaincu que tout va bien se passer, eh bien, ça se passe comme ça. Mhm. Donc, ça ne me permet pas d'affirmer que j'ai un impact sur la marche de l'univers, évidemment, par mon état interne, mais il y a peut-être quand même un Peut-être certain un peu quand même. influence, il y a peut-être quelque Mhm. chose. Ouais. Je crois que c'est dans un des livres de Paolo Coelho, euh, une phrase comme quoi l'univers conspirait, lorsqu'on désire vraiment quelque chose, l'univers conspire à nous aider à le réaliser. Est-ce que c'est une phrase dans laquelle vous croyez? Visiblement oui, un peu quand même. Mais oui, ouais, ouais, je pense que oui, même si j'aime pas le mot conspirer, parce que évidemment, il est Ouais, faussement. ça fait un peu négatif, effectivement. Oui. Mais je pense vraiment que ouais, l'état de confiance a un impact. Maintenant, la vraie question, c'est comment trouver la confiance. Ouais, c'est ça. Oui, Concrètement, quoi. oui, c'est ça. Parce que le problème, c'est que la méthode Coué ne marche pas. Mm. Il ne suffit pas de se répéter. Oui, oui, là, je tiens à cette chose, donc ça va bien se passer, ça va bien se passer. Vous pouvez le répéter 50 fois. Si vous n'y croyez pas au fond de vous, voilà, Si vous ne le ressentez pas, ouais, c'est pas. exactement. C'est pour ça que moi, j'ai bien entendu parler de ces techniques de visualisation positive où vous allez essayer de visualiser la chose désirée, réussie, et ça va bien se passer. Moi, je n'y crois pas, parce que je pense que ça Mhm. ne suffit pas. Là, Ouais, ce je qui, pense que c'est incomplet, effectivement. oui, ce qui marche, c'est d'y croire. Mhm. Si vous croyez en ce que vous allez faire, si vous croyez en votre projet, y compris parfois naïvement, vous voyez, mais là, ça va marcher. Moi, quand j'ai écrit Mhm. je ne l'ai pas écrit pour moi, je l'ai écrit pour les gens. Je vous le disais tout à l'heure, je voulais transmettre des choses qui me semblaient utiles pour tout le monde. Et donc, dans ma grande naïveté de débutant, si vous voulez, pour moi, c'était normal que le livre marche, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il trouve ses lecteurs. Parce que je ne l'écrivais pas pour moi, j'écrivais pour les gens. Donc, Je j'étais crois que c'est convaincu une. Ouais. mais j'étais Ça intimement allait. convaincu que beaucoup, beaucoup de gens allaient le lire, vous voyez. Enfin, c'était très naïf, sans doute. Et peut-être que C'était très innocent, plus que naïf, dans l'intention, j'ai l'impression. Ouais. je ne connaissais absolument rien au monde de l'édition. Et sans doute que d'ailleurs, si j'avais eu trop d'informations dans ce domaine, ça aurait nuit à ma conviction. Vous voyez. Si on m'avait dit, Ouais. attends, Coco, l'année où ton livre va paraître, il y aura 68 000 nouveaux livres à paraître en France, avec en France. Donc ton livre sera un parmi 68 000. Sans doute qu'à ce Ouais, moment-là, oh là là, c'est pas gagné, ça va être dur hein, moi qui veux transmettre des choses aux gens, ça va être dur de toucher les gens. Et j'ai ouais. des tas de peurs qui seraient apparues à ce moment-là. Et par chance, je n'y connaissais rien.
Donc, je ne savais pas ça. Et donc, dans mon innocence, pour reprendre notre terme, ça me semblait naturel et même évident que le livre allait trouver ses lecteurs. Je pense que la clé, là, en l'occurrence, ça a été de le faire à 100% pour les autres, quand même. Oui, il y a sans doute une clé à ce niveau-là, en effet. Ah, je pense vraiment, ouais. Je pense vraiment que lorsqu'on veut vraiment donner avec innocence quelque chose qui nous a aidés, je pense que c'est là qu'il y a réellement une réaction en chaîne qui Oui, s'opère, en fait. oui, parce que sans doute que dans la vie, en fait, on obtient ce qu'on veut. Et le Mhm. problème de beaucoup de gens, c'est de vouloir en même temps différentes choses et qui sont parfois incompatibles. Mhm. Pour rester dans l'écriture, parce qu'on est parti sur cet exemple, quand vous écrivez un livre, vous pouvez avoir plein d'objectifs en tête. Vous pouvez écrire pour transmettre des informations aux autres, ce qui était mon cas. Vous pouvez écrire pour vous épanouir parce que vous aimez écrire. Vous pouvez écrire avec l'intention d'épater les copains ou d'être enfin reconnu par papa-maman. Vous pouvez écrire dans le but d'être reconnu par le petit milieu littéraire, journalistique. Chacun de ces objectifs est valable. C'est-à-dire, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais chacun est valable individuellement, mais ils sont totalement incompatibles les uns les autres. Donc, si vous avez Effectivement, ouais. si vous cherchez à obtenir tout ça, vous n'en obtiendrez aucun. Aucun, ouais. Donc, il faut choisir. Il faut Mhm. être clair, aligné sur qu'est-ce qui compte vraiment pour vous, qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et je suis convaincu que là, quand vous êtes vraiment aligné sur un objectif dans la vie, sur quelque chose qui vous tient à cœur, à ce moment-là, ça arrivera. Mhm. Là aussi, il faut une bonne part d'introspection pour savoir ce que l'on veut véritablement. Mhm. Je rebondis sur le. Bah, voilà, vous avez écrit ce livre et puis ça vous a amené à en écrire d'autres et à faire ce que vous faites aujourd'hui. Quelqu'un qui, en fait, j'ai dans les groupes que j'accompagne des personnes qui souhaitent écrire. Quelqu'un qui souhaiterait écrire, on n'est plus sur comment trouver sa voix, on est plus sur vraiment l'écriture, le fait d'être auteur. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite écrire, ce serait quoi avec le parcours que vous avez? Plusieurs choses. Déjà, le premier conseil serait de savoir qu'il sache pourquoi il veut écrire. D'accord? Donc, il faut plus introspection. Ouais, Euh, ce que vous venez d'évoquer. oui, ça peut. Il y a des gens qui ont besoin d'écrire parce que c'est une forme de thérapie, par exemple. Voilà, ça peut Mhm. être un journal intime, on peut le publier aussi. Est-ce que vous voulez écrire pour transmettre, est-ce que vous voulez écrire pour partager? Mais pour moi, déjà, à partir du moment où on est dans une démarche d'être publié, c'est qu'on a un objectif d'être lu. Donc, on n'écrit pas pour soi. D'accord. Sinon, pourquoi publier? Mhm. Personne ne dit oblige. Mhm. Donc, on n'écrit pas pour soi si on cherche à être publié. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que j'écris pour les autres? Que j'écris pour Mhm. partager des émotions, par exemple, ou partager un univers, ce qui est le cas si vous écrivez des polars, par exemple, ou des livres poétiques, ou autres, vous voulez transmettre des émotions. Est-ce que vous voulez partager des informations? Peut-être que vous allez écrire un essai à ce moment-là, un guide. Voilà, quel est votre objectif? Donc, être clair sur ce que vous voulez, sur pourquoi vous voulez écrire et qu'est-ce que vous voulez écrire. Et ensuite, ça mène à une autre question, c'est à qui vous vous adressez. Et je pense que c'est aussi utile quand on écrit d'avoir à l'esprit ceux à qui on s'adresse, parce qu'on ne va pas s'adresser de la même manière à tout le monde. Donc, il faut savoir à qui Mhm. vous vous adressez. Et ça aide, je pense, à trouver le temps juste. Le reste, tous les aspects plus d'intendance, je dirais, c'est retrouver un éditeur, etc. Bon, pour moi, ça a été facile, mais je ne veux pas généraliser mon cas personnel, parce que j'ai tendance à dire, si une fois de plus, vous n'êtes pas bien aligné par rapport à votre démarche, à ce moment-là, ça devrait Les se bonnes faire. personnes arriveront, quoi. Pardon. Ouais. Je dis les bonnes personnes arriveront pour nous aider Oui, à voir quelque chose. on voit souvent le monde de l'édition comme un monde impénétrable, pour lequel il faudrait du piston, je ne sais quoi. Moi, ça n'a pas été mon cas, hein. Pour connaître maintenant un peu mieux, le monde de l'édition de l'intérieur, hein, j'ai connu quelques maisons d'édition. Je peux vous dire que les éditeurs ont autant besoin des auteurs que les auteurs ont besoin des éditeurs. Les auteurs font Mhm. les éditeurs. Donc les éditeurs sont en permanence à la recherche de nouveaux talents, de textes à publier. Vous voyez, donc là aussi, n'ayez pas une peur qui serait juste une création de l'esprit. Si vous voulez,
publiez un texte, partez du principe que en face, vous avez des éditeurs qui ont besoin de votre texte. Vous voyez. Donc, c'est Mhm. une attitude de confiance, à mon avis, c'est ce qui sera le plus propice. D'accord. Ouais, c'était un petit aparté, mais c'est vrai que quand on a quelqu'un qui a réalisé ce que vous réalisez, c'est quand même intéressant d'avoir un peu un avis sur la question. Oui, J'aimerais bien revenir sur des citations qui sont de vous, parce que je les ai trouvées vraiment nourrissantes euh, pour l'esprit, et peut-être que vous pourrez un peu les développer. Justement, donc c'est une citation de vous qui dit que si vous ne renoncez à rien, vous vous abstenez de choisir, et quand on s'abstient de choisir, on s'abstient de vivre la vie que l'on voudrait. oui, Et dans mon parcours, il est vrai que je suis quelqu'un qui a eu énormément d'idées, énormément d'envies dans la musique, dans l'art, dans l'architecture, l'entrepreneuriat, etc. Et j'avais toujours l'impression à une époque, quand je faisais un choix, de me fermer beaucoup de portes, en fait. Disons que le fait de devoir renoncer, c'était très dur. Euh, Est-ce que vous pourriez un peu développer ce sujet-là? bien sûr. Il y a une espèce d'illusion à notre époque que le bonheur serait lié à un choix très très large qu'il faudrait se préserver en permanence. Finalement, plus on aurait d'options qui s'offrent à nous à chaque instant, plus on aurait la certitude d'être heureux. Euh, Mhm. En fait, il y a des études qui ont été menées sur ce point qui montrent exactement le contraire. C'est-à-dire, il y a une expérience qui a été menée par des chercheurs, hein, des psychologues, où on donnait aux gens, on présentait aux gens une boîte de chocolat et on leur demandait de choisir un chocolat. Et dans la première expérience, c'était une très grande boîte et il y avait peut-être, je sais pas, je ne me souviens plus du nombre, mais peu importe, peut-être 50 chocolats différents. Et il fallait en choisir un. Et donc la personne choisissait un chocolat, le dégustait et après coup, on l'interrogeait sur son niveau de satisfaction. Mhm. L'expérience a été menée auprès à un autre moment où cette fois-ci, la personne avait à choisir entre deux ou trois chocolats seulement. Elle en choisissait un, elle le dégustait, elle le savourait, puis on mesurait après son degré de satisfaction. Et en fait, pour toutes les personnes, à chaque fois que le choix était limité, eh bien, la Elles avaient beaucoup satisfaction était plus. Mhm. grande. Pourquoi? Parce que celle qui avait choisi un chocolat parmi 50 pensait aux 49 qu'elle n'avait pas choisi et qui étaient peut-être super sympas. Et donc les gens, voilà, à notre époque, veulent se préserver en permanence la possibilité du choix. Et en fait, si on reste dans cette position, de se dire, finalement, je ne vais pas m'engager dans une direction, je ne vais pas choisir parce que je veux en permanence pouvoir accéder à toutes ces options possibles, et bien finalement, on ne vit pas à ce moment-là. Vous voyez, on ne peut pas savourer ce que l'on a parce qu'on a en permanence à l'esprit toutes les autres options qui restent ouvertes. Ça, Ouais. c'est évident parce que ça va vraiment à l'encontre du mode de pensée actuel. Hein, dans tous les domaines, il faut avoir du choix, préserver des options, mais à un moment donné, l'engagement est aussi, c'est aussi, comment vous dire, c'est aussi salvateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'insatisfaction liée au fait de ne pas tout avoir s'évapore lorsque vous choisissez et que vous vous engagez dans un choix. Oui, c'est vrai, je peux vous donner un autre exemple. Prenez le mariage, par exemple. Le mariage, c'est quoi? C'est un engagement à vie. Alors, on sait qu'on peut divorcer, bien sûr, ça existe. Mais Mhm. néanmoins, quand vous vous engagez, quand vous vous mariez, vous prenez un engagement, soit devant le maire, soit devant le curé, peu importe, vous vous engagez et finalement restez à vie avec cette personne. D'accord. Donc, il y a quand même un engagement, il y a la force de l'engagement, même s'il y a toujours Ouais. la possibilité du divorce. Et bien, en fait, quand vous prenez cet engagement, eh bien, il y a un véritable épanouissement lié à ça. C'est-à-dire, en fait, ce jour-là, vous renoncez, si vous êtes un homme, vous renoncez aux autres femmes, si vous êtes une femme, vous renoncez aux autres hommes, quelque part, parce que vous en avez choisi un ou une. Mhm. En fait, ce que vous ressentez à ce moment-là, c'est, même si vous avez pu avoir peur de ce choix avant, d'accord, parce que peur de renoncer à tous les autres ou toutes les autres, mais lorsque vous faites ce choix, en fait, vous ressentez de l'intérieur un véritable épanouissement parce que finalement, vous allez pouvoir bâtir quelque chose.
avec une personne que vous avez choisie. Et si vous l'avez choisie, bah, c'est que c'est pas sans raison, évidemment. Hein, d'accord? C'est qu'à un certain niveau, c'est une âme sœur, et donc vous avez des choses en commun, il y a de l'amour, vous vous aimez, donc vous allez véritablement pouvoir bâtir quelque chose. Et vous ne pourrez jamais rien bâtir si vous papillonnez en permanence. D'accord? Donc, bon, il y a un âge pour ça et ça peut être sympathique, mais assez vite, vous pouvez réaliser la vacuité de cette situation. Réaliser que Ouais, tout à finalement, fait. c'est pas satisfaisant, alors ça peut apporter du plaisir, vous voyez, mais ça, c'est pas satisfaisant, vous ne construisez rien et finalement ça ne vous remplit pas. Donc c'est vrai sur le plan professionnel. C'est vrai sur le plan professionnel. Le choix et l'engagement, à un moment donné, le fait de s'engager dans une direction. Mhm. Et tant pis, à un moment donné, une fois de plus, si après quelques années de travail, il s'avère que c'était peut-être pas la bonne et que même il y a un échec à la clé, c'est pas forcément grave parce que vous avez expérimenté des choses qui vont être très, très enrichissantes et qui vont vous nourrir votre vie. Ça vous Yes. parle? Ah ouais, complètement. Et j'ai bien aimé le parallèle justement avec le mariage et le couple. Et donc, justement, vous avez parlé là du côté professionnel. Moi, j'ai la conviction, même si toutes les sphères de notre vie, relations, couple, finances, etc., que la sphère du travail, en fait, de la vie professionnelle, c'est vraiment celle dans laquelle, si on s'épanouit, on peut ensuite avoir les choses qui tombent en place. C'est peut-être erroné ou incomplet, mais pragmatiquement, à un niveau vraiment matériel, pour moi, si on se crée une vie professionnelle que l'on aime, ça va être beaucoup plus simple derrière d'être heureux dans les autres sphères, en fait. Euh, est-ce que est-ce que c'est votre avis et, euh, enfin, je suis un peu curieux de savoir comment vous avez vécu ça, parce que vous parliez justement à l'époque de vos études et du premier emploi que vous avez eu de ne pas être heureux là-dedans et que ça a impacté les autres sphères. Donc, est-ce que c'est un peu le cas pour vous? Comme pour moi, on passe le plus de temps de notre vie en principe à... C'est une question de proportion et de temps, en fait. En tout cas, à partir du moment où vous avez fini vos études jusqu'à la retraite, vous passez la majorité de votre vie éveillée, hein, au travail. Mhm. C'est pour ça que c'est assez incontournable. Euh, c'est assez incontournable. En revanche, je pense que il y a aussi un biais à travers dans lequel on peut tomber, c'est de s'identifier à son métier. Ouais, tout à fait. Le métier, c'est une activité, voilà, et on a besoin d'une activité, on réalise des choses. Hein, une fois de plus, si on est incarné dans ce corps pour quelques décennies, voilà, peut-être, je ne sais pas quelle est l'expérience de vie en France, dans toutes 80 ans, je crois. Donc, Entre 70 et 80, je pense, ouais. voilà, de cet ordre-là. Donc, si on doit passer 80 ans dans ce corps, si on est incarné dans cette vie sur Terre, c'est pour réaliser un certain nombre de choses. Donc oui, l'action est nécessaire. Et quand on pense à réaliser les choses, on pense évidemment au métier. Et c'est la majorité de notre vie éveillée. Donc ça mérite d'accaparer notre attention, tout en gardant à l'esprit que nous ne sommes pas notre profession. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, chacun a besoin d'exister et de savoir qui il est, mais c'est pas facile de savoir qui on est. Et comme c'est pas facile, on Mhm. peut avoir tendance, et c'est un phénomène naturel, tendance à s'identifier à un certain nombre de choses. Et le métier est souvent ce à quoi on s'identifie le plus facilement. D'accord? Alors, surtout si vous avez un métier valorisant, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez quelque part vous définir en fonction de ce métier. Alors que la vérité, c'est que vous existez indépendamment de votre métier. Vous auriez pu choisir un autre métier, vous ne seriez pas quelqu'un d'autre. Vous avez d'autres compétences, d'autres actions au quotidien, mais vous ne seriez pas quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, c'est intéressant de se désidentifier de son métier en se disant, OK, je suis coach ou je suis écrivain, mais je ne suis pas que coach ou que écrivain. Et j'existe indépendamment de ce métier, je vais en choisir un autre. D'accord? Ça, Mhm. c'est vraiment important, en sachant que certaines personnes vont s'identifier à autre chose. Hein. Certains vont s'identifier à leur physique, s'ils sont dotés d'un physique avantageux, par exemple, vont s'identifier à leur possession s'ils sont un peu riches, et puis vont voilà, avoir le sentiment que leur valeur repose sur le prix de leur voiture ou de leur maison ou je ne sais quoi encore, ou de leur paire de chaussures. D'accord? Donc, Oui, justement, vous venez de parler de valeurs et donc s'identifier et valeurs. Et justement, j'ai l'impression que lorsqu'on s'identifie à quelque chose qui n'est pas réellement nous,
c'est cette chose-là qui fait qu'on a un sentiment d'estime et de valeur de soi qui est erroné en fait. Et pour l'avoir vécu, et je crois que ça a été votre cas à l'époque où vous avez été licencié, quand on s'identifie à son emploi et qu'on le perd, alors là, on se sent vide et dans le néant. Et c'est là que moi, j'ai réalisé qu'il y avait un problème à une époque sur le fait que je ne m'identifiais pas aux bonnes choses. Est-ce que c'était votre cas? Il me semble que dans l'interview que vous aviez eue avec Mylan, vous en aviez parlé. Euh, Oui, bah, oui, ce qui est vrai, c'est que moi, quand je me suis retrouvé au chômage à 28 ans, euh, j'avais perdu mon emploi. Et non seulement j'avais perdu mon emploi, mais j'avais même perdu mon métier. C'est-à-dire, je savais bien que je n'exercerais plus ce métier, vous voyez, chargé à l'étude financière. C'était plus pour moi, je le savais. Donc, j'avais plus du tout d'existence professionnelle. Et je ne savais pas quel mhm. sera mon avenir sur le plan professionnel. Et comme j'en ai fait une dépression, parce que je vous ai parlé de cette crise professionnelle qui a contaminé le plan personnel, d'accord, donc j'ai fait une dépression, donc j'ai perdu 10 kilos, donc j'étais vraiment tout mec pas beau à voir, enfin, je ne pouvais même pas m'identifier donc, à mon apparence physique, ou en tout cas essayer de montrer aux autres ma valeur sur ce plan-là. Je ne possédais rien, parce qu'évidemment à 28 ans on ne possède rien, je n'avais même pas une voiture, donc je pouvais me raccrocher à rien pour exister, notamment aux yeux des autres, mais même à mes propres yeux. Donc, je n'avais vraiment plus rien. Et ce que j'ai peut-être raconté à Meylan, c'est qu'un jour, j'ai eu un drôle de sentiment, c'est que j'ai ressenti que j'existais toujours. Je ne pouvais plus me raccrocher à rien, j'avais tout perdu, et j'existais toujours. Et en fait, ça a été extraordinairement libérateur, parce que ce jour-là, j'ai compris que je n'avais pas besoin de réussir quoi que ce soit, de posséder quoi que ce soit, ou d'avoir tel ou tel physique, ou telle action pour exister. C'est un peu ça l'illumination quand même. Même si c'est peut-être pas au niveau de grands maîtres spirituels, il y a une part quand même de réalisation quand même de ça. En tout cas, de prise de conscience, quoi. Ouais. Et c'était libérateur parce que en fait, ça m'a donné une liberté pour la suite. Ouais. Dans la suite, j'ai fait un certain nombre de choses, j'ai monté un certain nombre de projets et tous n'ont pas réussi, loin de là. J'ai connu d'autres échecs, alors peut-être moins flagrants. Je n'ai pas reconnu de période de chômage, par exemple, mais j'ai connu d'autres échecs, mais à chaque fois, je les ai vraiment vécus de manière zen. Là, Mhm. vraiment, je vous dis la vérité parce que je savais que c'était pas grave, quoi. Parce que je savais que je n'étais pas mes résultats, je n'étais pas mon métier, je Yes. n'étais pas mes réussites. Vous voyez. Donc, grande liberté dans la vie, parce que, voilà, ayant connu le fond du trou, moi, je savais que dans le pire des cas, je le connaîtrais à nouveau et que ben, on reste vivant, quoi, et que c'est OK. Vous voyez. Ouais, voilà, c'est OK. Et ça, Donc, juste, c'est la chance qu'ont pu vivre tous ceux qui ont vécu de grandes crises dans la vie. exactement. Ouais. Du coup, ben, c'est un peu ça la conclusion quand même de cet échange qu'on a eu ensemble. Et merci encore une fois. C'est une fois qu'on se connaît soi-même, peut-être qu'il y a moins de peur, peut-être qu'il y a moins de doutes et Oui, c'est ça. ouais, Ouais, tout à fait. connais-toi toi-même, quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot pour la fin. Euh, pour ceux qui pourraient nous écouter, qui cherchent leur voie, qui sont voilà, ou qui vous apprécient, qui ont peut-être lu vos livres aussi. Et est-ce que Ben, vous moi, auriez un dernier petit mot? j'ai envie de dire, si vous êtes sur cette page, c'est que vous vous intéressez à votre voix, vous cherchez à vous épanouir. Hein. Ouais. Voilà, vous cherchez votre voie. Donc j'ai envie de vous dire déjà, rien que le fait de chercher fait que vous êtes sur la bonne voie, quoi. Pour moi, Ouais, c'est clair. la pire des choses, c'est de se mettre la tête dans le sable euh, en attendant la retraite ou les vacances. Vous voyez, c'est dommage, pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Là. Vous posez des questions, vous cherchez votre voie. Peut-être que vous avez déjà des idées, peut-être pas encore. En étant à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre cœur, forcément, il y a des choses qui vont émerger. Et quand vous ferez la part des choses, vous pourrez choisir une direction vers laquelle aller, parce que vous sentez que voilà, vous sentez un appel, vous sentez que c'est votre mission, vous allez découvrir que vous avez peut-être des talents qui vous permettent d'aller dans cette direction, et puis vous avez aussi sans doute d'autres compétences à acquérir pour lesquelles vous allez vous former. Mhm. Il ne vous reste plus qu'à avoir confiance. Hein.
suivre votre cœur dans cet état de confiance, parce que la confiance va vous ouvrir des portes, va vous permettre d'accéder à des ressources en vous qui sont peut-être insoupçonnées jusque-là. La confiance va aussi vous permettre de convaincre d'autres personnes qu'il sera nécessaire de convaincre pour réaliser votre rêve. Et puis, de manière générale, vous avez un état de confiance dans la vie qui va faire que les choses seront plus faciles. Ça veut dire que tout sera facile, il y aura des écueils à éviter, il y aura des épreuves à surmonter, mais ça fait partie du jeu. Et si vous acceptez l'échec, si vous acceptez aussi la difficulté, bien vous verrez que dans ces cas-là, votre vie va être riche, va être une sorte d'aventure qui sera certainement épanouissante. Je suis convaincu, c'est en tout cas ce que je vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Merci à vous. Merci.